Bienvenue dans la salle de situation, l'émission hebdomadaire où vous posez vos questions sur la défense chez Géopol News et devenez triste face à nos réponses. Je suis Sam Whistler. Cette semaine, nous allons étudier à quoi ressemblerait une guerre entre l'Amérique et le Venezuela, explorer la neutralité militaire de l'Irlande et ses défis, aborder les aspects pratiques des porte-drones et faire le point sur le fragile processus de paix entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Repère temporel ci-dessous si vous souhaitez avancer. Et maintenant, examinons la dure réalité de ce à quoi ressemblerait réellement une invasion américaine du Venezuela. Question de Shanky Irak 4205. Que donnerait une guerre entre les États-Unis et le Venezuela? Combien de fois vais-je devoir redire ça dans cet épisode? Est-ce que ce serait facile ou est-ce que ce serait le Vietnam sous stéroïdes? Écoutez, même si vous décrivez deux issues diamétralement opposées, et même s'il y a une disparité militaire évidente entre Washington et Caracas, il y a en effet une réelle possibilité que l'une ou l'autre de ces options se produise, et il y a aussi une forte probabilité qu'au final, on voit les deux types de guerres se dérouler dans le même conflit. Pour être clair, nous répondrons à cette question en termes de guerre totale, et non de simples frappes ciblées ou d'opérations terrestres limitées, comme la prise d'aérodromes ou de terminaux pétroliers. Si les États-Unis lançaient une attaque totale contre le Venezuela, celui-ci aurait peu de chances d'empêcher la destruction de la plupart de ses forces armées. Pour mener une attaque de cette ampleur, les États-Unis voudraient déployer un nombre bien plus important de moyens dans le conflit que ce qu'ils ont actuellement stationné dans les Caraïbes. Caracas est à moins de 4800 km, soit 3000 miles de grandes bases aériennes et navales américaines, la plaçant à portée de tous les bombardiers stratégiques américains sans ravitaillement en vol, sans compter la capacité des États-Unis à lancer d'importants volumes de missiles de précision depuis leurs navires de guerre. Le Venezuela peut désormais infliger des pertes à une force d'invasion américaine, surtout grâce à son missile air-mer à statoréacteur russe, le KH-31. Mais ces missiles nécessitent aussi des avions de chasse, que les États-Unis verraient sans doute comme des cibles prioritaires. Si les États-Unis lançaient une guerre aérienne et navale contre le Venezuela, ils pourraient réussir encore plus que lors de l'opération Tempête du désert en Irak. C'est en partie grâce à l'abondance de la technologie furtive désormais présente dans l'arsenal américain, en partie à cause du manque relatif de capacités anti-aériennes efficaces du Venezuela, et en partie en raison de la facilité avec laquelle les États-Unis pourraient établir des chaînes logistiques courtes et simples depuis le continent américain. Quant à savoir si cela deviendra un autre Vietnam, cela dépend du choix de l'Amérique. Un tel bourbier militaire résulterait d'un long déploiement de troupes américaines comme les tentatives des États-Unis au Vietnam, en Irak et en Afghanistan. Si les États-Unis optaient pour cette voie, les forces fidèles au régime vénézuélien pourraient entraîner les États-Unis dans un conflit plus asymétrique et long, agissant davantage en insurrection qu'en armée classique. À en juger par la rhétorique, il est peu probable que l'administration américaine actuelle tente une occupation de reconstruction nationale à long terme, puisque Donald Trump et ses alliés s'y opposent depuis des années. Cela dit, si les États-Unis font du changement de régime une véritable priorité au Venezuela, ils pourraient constater que leur issue préférée n'est pas possible à moins qu'un nouveau gouvernement ne soit soutenu par la puissance militaire américaine. Ensuite, celle-ci de Mickeybear89. Je viens d'Irlande et je suis fier que mon pays reste militairement neutre. Quels pourraient être les inconvénients pour l'Irlande de rester neutre dans le contexte mondial actuel si la situation se détériore? C'est une excellente question, car la neutralité irlandaise est une notion particulière. En général, la plupart des pays qui choisissent une stricte neutralité militaire cherchent à le faire depuis une position de force. Singapour a l'une des meilleures armées régionales. La Suisse a une milice nationale mobilisable en crise. Depuis son adhésion à l'OTAN en 2023, la Finlande, désormais non neutre, misait sur une grande réserve et une artillerie puissante pour se protéger. Mais l'Irlande ce n'est pas comme ça. Son aviation n'a que des hélicoptères et dépend d'un accord discret avec la Royal Air Force pour sa défense aérienne. Sa marine ne possède aucun sous-marin et seulement 8 navires de patrouille, bien que ce chiffre soit en réalité surestimé, car le service manque tellement de personnel qu'il n'est même pas possible de faire fonctionner ces 8 navires en même temps. Encore une fois, il n'y en a que 8. Les forces de défense irlandaises comptaient seulement
7 557 membres en décembre 2024, loin de l'objectif de 11 500 fixé pour 2028. La force de réserve ne fonctionne qu'à 42% de sa capacité. Vous pourriez souligner que toutes les nations neutres d'Europe ne cherchent pas à ressembler à la Suisse ou à la Finlande d'avant l'OTAN. Aucune des 3 autres nations militairement neutres de l'Union européenne, l'Autriche, Malte et Chypre, ne dispose de forces de défense sérieuses. Mais même parmi eux, l'Irlande reste une exception. L'Autriche vise 2% de son produit intérieur brut pour la défense d'ici 2032. Chypre consacre déjà 1,8%, accueille une force de maintien de la paix de l'Organisation des Nations Unies et 2 bases britanniques, ce qui dissuade toute attaque. Dublin ne consacre que 0,2% de son produit intérieur brut à la défense. Même en tenant compte du gonflement du produit intérieur brut dû aux arrangements fiscaux irlandais, le pays ne fait pas mieux si on ajuste ce chiffre au revenu national brut. Comme l'explique l'Irish Examiner, nous allons les citer ici. Le revenu national brut est jugé plus précis que le produit intérieur brut pour mesurer la richesse nationale en Irlande, car il exclut les bénéfices mondiaux des entreprises transférées dans le pays à des fins fiscales. Les chiffres du ministère montrent que les dépenses de défense de l'Irlande représentent 0,4% du revenu national brut. En résumé, quelle que soit la façon dont on le présente, Dublin ne dépense presque rien pour son armée. Même la petite Malte, qui compte moins de 600 000 habitants, consacre une plus grande part de son produit intérieur brut à la défense que l'Irlande. Les raisons de cela résident dans une combinaison de la géographie et de l'histoire de l'Irlande. Située à l'extrême ouest de l'Europe, l'île est éloignée de tout ennemi potentiel. En cas d'attaque, on suppose que la Grande-Bretagne ou l'Amérique interviendraient aussitôt pour aider. L'histoire difficile de l'Irlande avec la Grande-Bretagne explique aussi sa neutralité actuelle. Après avoir chassé les Britanniques en 1921 après la guerre d'indépendance irlandaise, Dublin voulait limiter ses relations avec son ancien oppresseur. Cela impliquait la neutralité pendant la Seconde Guerre mondiale et le refus d'adhérer à l'OTAN en 1949. Cette politique de non-alignement a porté ses fruits. Des États qui n'avaient pas contacté les capitales d'Europe occidentale considèrent depuis longtemps les Irlandais comme des médiateurs honnêtes, accordant à la nation le statut de superpuissance diplomatique. Les casques bleus irlandais ont été déployés dans de nombreux conflits sous mandat de l'Organisation des Nations Unies, source de grande fierté. C'est pourquoi aujourd'hui, l'Irlande souhaite peu renoncer à sa neutralité. Seuls 19% des citoyens veulent rejoindre l'OTAN, contre 49% qui s'y opposent. La neutralité est si forte en Irlande que le ministre de la Défense, Simon Harris, a dû rassurer les électeurs cette année. Rejoindre le partage européen d'informations ne la remettrait pas en cause. Et la communauté d'information et de sécurité européenne n'est pas exactement l'OTAN. Voici comment la British Broadcasting Corporation l'a décrit. Ce réseau permet au service naval irlandais d'échanger des informations avec les autorités maritimes militaires et civiles de 10 autres pays européens. Fin de citation. Le fait que même cette mesure minime ait été controversée devrait vous en dire long sur les sentiments de l'Irlande à l'égard de la neutralité. Mais Mick Hébert, 89, n'a pas seulement demandé un aperçu de la position de son pays sur le sujet. Non. Il voulait savoir quels sont les pièges et les inconvénients potentiels. Et soyons honnêtes ici, il y en a un sacré paquet pour l'Irlande et pour le reste du monde. La question principale concerne le nombre de câbles de données internationaux traversant les eaux irlandaises. Ces câbles sont ce qui relie une grande partie de l'Europe, du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord aux Amériques. Ainsi, un Britannique à Prague peut publier une vidéo sur YouTube, accessible sur votre téléphone à New York ou Toronto. Bonjour aux gens de ces villes. Environ 75% de ces câbles passent par les eaux irlandaises, transportant jusqu'à 95% du trafic Internet. Si on les coupait, les conséquences financières et économiques seraient absolument énormes. Couper ces câbles est précisément ce que les experts redoutent que Moscou fasse dès le début d'une guerre avec l'OTAN. Avant d'envahir l'Ukraine, la Russie a envoyé des navires rôder près de câbles au large du Kerry, sans doute pour cartographier leur emplacement. Depuis, d'autres navires russes ont été vus dans les eaux irlandaises, dont un sous-marin entré au port de Cork. Le problème, c'est qu'il y a très peu de choses que l'Irlande puisse faire pour contrer ces menaces. En choisissant la neutralité sans armes, Dublin est incapable de protéger cette infrastructure vitale. La Royal Navy britannique a dû déployer des moyens pour chasser le sous-marin dans le port de Cork. Cela signifie que l'île d'Émeraude représente un maillon faible pour l'ensemble de l'Europe. Bien que la neutralité de l'Irlande soit censée la protéger,
il est peu probable qu'elle soit épargnée en cas de conflit continental. Dans War on the Rocks, les experts irlandais Patrick Barry et David Murphy rappellent que l'histoire européenne compte de nombreux exemples d'États neutres envahis. La Belgique durant les 2 guerres mondiales, ainsi que les Pays-Bas, le Danemark, la Norvège et l'Islande. On sait aussi que les planificateurs militaires soviétiques prévoyaient en fait d'attaquer la Suède neutre et d'occuper Gotland comme première étape vers la victoire. Bury et Murphy estiment qu'une guerre OTAN-Russie entraînerait une situation similaire en Irlande aujourd'hui. Citation : « Même les armées neutres devraient se préparer. Une nouvelle agression russe en Europe, aux États et comme en Estonie, s'accompagnerait probablement d'attaques sur les câbles sous-marins près de l'Irlande pour mettre sous pression les ressources britanniques, françaises et nordiques, semer l'incertitude et compliquer la prise de décision. » Fin de citation. Cela ne signifie pas que l'Irlande l'ignore. L'examen de la politique de défense 2024 suggère de renforcer la capacité de défense de Dublin, et le gouvernement cherche à accroître le budget militaire. Le budget de la défense atteint un niveau record. Des achats de défense aérienne et de chasseurs sont prévus, et on espère développer la marine. Mais cela reste une folie de dépenses, pour la défense selon les normes irlandaises. Le Conseil de l'Atlantique souligne que, même avec l'augmentation prévue, seulement 0,25% du produit intérieur brut irlandais sera dédié à la sécurité, alors que l'OTAN vise 5%. Les problèmes de neutralité irlandaise vont persister. Politiquement incapable de rejoindre une alliance militaire comme l'OTAN, mais également incapable de se défendre à la manière d'États neutres armés comme la Suisse ou Singapour. La capacité à surveiller ces eaux pourrait provoquer une catastrophe pour l'Europe et l'Amérique si ces câbles sous-marins étaient visés. Maintenant, ceci de la part de POW de Batata 9 128. Quelle est la praticité des porte-drones ? Des navires qui transportent des drones au lieu d'avions, et comment seraient-ils probablement utilisés comme porte-avions bon marché ? Comme toute nouvelle technologie militaire, l'efficacité d'un porte-drone reste inconnue tant qu'il n'a pas été déployé. Mais du moins sur le papier, c'est un concept qui pourrait s'avérer extrêmement utile. Seules quelques nations comme la Chine, l'Iran, la Corée du Sud, la Turquie, le Portugal et, dans une moindre mesure, le Brésil, travaillent actuellement sur cette possibilité. Mais l'idée présente tout de même quelques avantages clés. Les drones, bien plus petits que les avions pilotés, permettent des porte-drones moins grands et moins gourmands en personnel que les porte-avions classiques. Les systèmes sans équipage offrent diverses capacités sans exposer les opérateurs humains au danger. Cependant, tous les projets mondiaux reposent sur une hypothèse clé. Les porte-drones doivent être conçus autour d'aéronefs sans pilote, récupérables et polyvalents, qu'ils soient chasseurs dotés d'intelligence artificielle, drones de renseignement, de surveillance ou appareils de frappe de précision. Bien que ces porte-drones aient leur utilité, les leçons de la guerre des drones en 2020 révèlent un autre type de navire porte-drone, peut-être plus précieux, conçu pour lancer des munitions rôdeuses ou drones kamikazes à usage unique. Nous devrions probablement prendre un moment pour reconnaître que c'est l'un de ces sujets qui nous rappellent à tous la misérable dystopie qu'est la guerre de pointe. Mais malgré tout, les leçons tirées des affrontements en Ukraine, au Moyen-Orient, dans le Caucase et ailleurs ont été très claires. De vastes essaims de drones kamikazes bon marché et autonomes transforment le champ de bataille. Si les armées optimisent réellement leurs navires pour ce type de guerre, elles obtiendront un avantage tactique majeur. Des drones tant skiants tels que le performant Shahed 136 iranien n'ont pas besoin de pistes et peuvent parcourir des milliers de kilomètres pour atteindre leur cible. Pour saisir l'intérêt d'un porte-avions pour drone kamikaze, imaginons un navire d'un autre type. Un navire qui, vu de l'extérieur, ressemble simplement à n'importe quel autre pétrolier ou vraquier. Doté de trappes discrètes sur les côtés, il intègre un système de communication robuste reliant des drones semi-autonomes à des opérateurs distants et requiert peu d'équipage pour naviguer en mer. En supposant qu'il s'agisse d'un vraquier de type Panama parfaitement standard, il dispose d'une capacité de transport interne d'environ 80 000 tonnes métriques. Mais au lieu de transporter une cargaison conventionnelle, il est équipé de rangées et de rangées de drones kamikazes, tous spécialement conçus pour être déployés les uns après les autres.
En se basant uniquement sur la masse d'un Shahed 136 sans prendre en compte leur taille, leur forme ou la masse de tout équipement de lancement, un seul Panamax pourrait transporter 400 000 exemplaires de ce drone, ce qui est exponentiellement plus que ce qui existe actuellement dans le monde. C'est énorme. La construction interne du navire compte bien sûr, ainsi que les contraintes d'espace. Mais même un vraquier réaménagé pouvant transporter 1000 exemplaires du Shahed ou d'un appareil similaire pourrait représenter une menace écrasante pour les défenses aériennes de la plupart des nations, soigneusement dissimulées à bord d'un navire qui semblerait parfaitement anodin dans les eaux internationales partout dans le monde. Quant à savoir si des navires porte-kamikazes dissimulés pourraient être en développement quelque part dans le monde et considérés comme un secret bien gardé par les nations qui essaient de les construire, nous ne pouvons tout simplement pas le dire. Mais à en juger par les leçons évidentes tirées de camp des guerres les plus récentes dans le monde, une nation capable de construire un porte-drone kamikaze à grande échelle représenterait une menace très puissante. L'Ukraine a déjà démontré la faisabilité du concept à plus petite échelle, en utilisant des bateaux drones sans pilote pour lancer des drones aériens. Pour approfondir le sujet, le média The Warzone vient de publier un article très intéressant sur le AX-PAT, un avion de chasse autonome expérimental qui n'est pas conçu pour des opérations kamikazes, mais qui est conçu pour le décollage et l'atterrissage verticaux, afin de pouvoir être lancé depuis des navires qui n'ont que peu de points communs avec les porte-avions traditionnels. La paix fragile entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie. En voici une de I'm Enemies Léo. Eh bien, bonjour Léo, qui demande « À quel point la paix tient-elle entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan ?» Eh bien, croyez-le ou non, nous avons en fait l'occasion de partager une bonne nouvelle ici, car pour l'instant l'accord de paix entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan semble tenir bon. Il y a quelques jours, l'Azerbaïdjan a levé toutes les restrictions sur le transit de marchandises vers l'Arménie pour la première fois depuis la chute de l'Union soviétique. Les deux pays ont marqué l'événement en expédiant une première cargaison historique de céréales du Kazakhstan. Des efforts sont en cours pour préparer un corridor de transit stratégique attendu des États-Unis. Et à l'heure actuelle, les deux nations semblent en bonne voie de finaliser officiellement un accord de paix que dans les faits, Bakou et Erevan respectent déjà tous les deux. Cela ne veut pas dire que tout va bien dans la région. L'Arménie poursuit une répression en cours contre les dirigeants de la puissante église apostolique arménienne qu'Erevan accuse de tenter de saper ou même de renverser le gouvernement national, tandis que les autorités prennent également des mesures contre les membres de l'opposition politique du pays. Sauf catastrophe imprévue, il est très probable que ces tensions internes ou difficultés mineures dans chaque pays ne suffiront pas à empêcher ces deux anciens ennemis d'avancer. Malgré de nombreuses bandes guerta dans le monde, l'Arménie et l'Azerbaïdjan n'y sont pas impliqués cette fois. Ensuite, celle-ci de Régulier Mec 86. Penses-tu que, culturellement, la guerre Ukraine-Russie ressemble plutôt à une guerre civile ? J'ai compris que ce n'est pas légalement le cas, mais je pense que ce serait similaire si le Texas faisait sécession, que l'Amérique le reprenait 30 ans plus tard, et qu'un pays comme la Chine aidait le Texas. Voici une expérience de pensée pour tout Américain tenté par ce raisonnement. Pensez-vous que la guerre de 1812 était une guerre civile britannique ? Elle a eu lieu environ 30 ans après l'indépendance de l'Amérique vis-à-vis de Londres. Culturellement, elle opposait deux camps qui parlaient la même langue et étaient tous deux imprégnés des traditions juridiques et artistiques britanniques. La seule vraie différence par rapport à l'exemple de Monsieur Tout-le-Monde 86, c'est l'absence d'une grande puissance extérieure qui s'implique, même si la France sous Napoléon laissait souvent entendre qu'elle pourrait aider les Américains. À moins de vouloir vraiment aller à contre-courant, aucun historien n'appellera la guerre de 1812 une guerre civile britannique, de même que personne ne qualifierait les affrontements frontaliers entre le Kirghizistan et le Tadjikistan en 2021 et 2022 de guerre civile, bien qu'ils aient tous deux appartenu à l'Union soviétique il y a seulement 30 ans. Pourtant, il n'emploierait pas le terme guerre civile pour la guerre érythréo-éthiopienne de 1998 à 2000, même si l'Érythrée n'est indépendante que depuis 1993. Cela s'explique surtout parce que ce n'est ni légalement ni techniquement correct. Je veux dire, si vous élargissez suffisamment votre horizon temporel vers le passé, pratiquement n'importe quel conflit sur Terre pourrait être qualifié de guerre civile au sein de l'Empire britannique, simplement parce qu'à un moment ou à un autre, nous possédions presque toute la putain de planète. Mais une meilleure raison d'éviter cette façon de présenter les choses, c'est qu'elle ignore délibérément l'autonomie du pays qui s'est séparé. Dire que les guerres impériales contre d'anciennes parties d'une nation sont de simples guerres civiles efface la spécificité culturelle de la petite nation.
Prenons l'exemple des guerres d'indépendance. La guerre d'indépendance américaine n'est pas nommée guerre civile britannique du XVIIIe siècle, bien qu'elle ait débuté comme une révolte fiscale dans l'Empire. Au Royaume-Uni, l'historien reconnu Dan Snow a eu des ennuis en 2019 pour avoir décrit la guerre d'indépendance irlandaise comme une guerre civile britannique. Il faudrait être courageux ou naïf pour demander que la guerre d'indépendance du Mexique soit appelée guerre civile espagnole de 1810 à 1821. Maintenant, il y a une raison évidente pour laquelle on les appelle des guerres d'indépendance plutôt que des guerres civiles, car elles ont réussi à créer un nouveau pays. Si les Confédérés avaient gagné, la guerre de sécession aurait aujourd'hui un nom totalement différent. Mais c'est aussi parce que ceux des nouveaux États indépendants se considèrent comme distincts de leurs anciens maîtres. Qualifier la guerre d'indépendance irlandaise de guerre civile britannique efface la culture et l'identité de l'Irlande, la réduisant à une province rebelle indigne d'être l'égale du Royaume-Uni. C'est pourquoi Dan Snow a enregistré tout un podcast où il s'est excusé, puis a replacé la lutte de l'Irlande dans son contexte historique approprié. Un contexte dans lequel une puissance impériale avait opprimé et affamé son peuple pendant des siècles. C'est exactement la situation actuelle de l'Ukraine. Un pays doté de sa propre culture et langue, historiquement opprimé et affamé par la puissance impériale qui l'attaque aujourd'hui. Une partie du long combat de l'Ukraine a été de faire comprendre aux gens qu'ils ne sont pas simplement de petits Russes qui parlent bizarrement et qui portent parfois des costumes traditionnels pour amuser leurs grands frères à Moscou. Ce sont un peuple culturellement distinct, tout aussi digne de tracer leur propre destin que les Irlandais ou les Mexicains, ou les Américains. Évidemment, Vladimir Poutine ne souhaite pas présenter cela ainsi. Le vampire au visage botoxé du Kremlin adorerait que nous commencions tous à appeler sa guerre impériale de conquête une guerre civile russe. Sa seule justification pour massacrer des dizaines de milliers de civils, sourire pendant que son armée bombarde des jardins d'enfants et détruit des hôpitaux, est que les Ukrainiens qu'il tue seraient juste des Russes égarés à ramener dans son étreinte froide et étouffante. Donc, en résumé, non. Non seulement nous ne pensons pas qu'il soit en aucune façon justifiable de qualifier l'invasion non provoquée de son voisin par Poutine de guerre civile, mais nous irions même jusqu'à dire que c'est délibérément trompeur, une astuce linguistique conçue pour cacher le fait que la Russie a attaqué une nation pacifique pour la seule raison de permettre à un vieil homme triste de réaliser ses fantasmes impériaux. Le fait que le monde puisse voir à travers cette supercherie est quelque chose qui devrait être célébré. La partie du F, c'est bien Napoléon, n'est-ce pas? C'est Napoléon. Pourquoi est-ce que ma réponse est si souvent « Putain de Napoléon ». Napoléon, c'est un gangster, mec. Et voici la meilleure partie. La porte du sous-sol s'ouvre et nos scénaristes captifs, Evan et Morrison, me rejoignent à la lumière du jour pour partager leurs pensées contre un peu de nourriture, s'ils ont de la chance. D'abord, une question de Joshua Santos, 53-33. Quel était votre général historique préféré et pourquoi? Très bien, Evan, je sais. Je dois choisir Charles XII ou Carolus Rex, roi de Suède de 1697 à 1718. Il est devenu roi à seulement 15 ans, et 3 ans plus tard, la Suède a subi une attaque massive menée par la Russie lors de la Grande Guerre du Nord. Malgré son jeune âge, son inexpérience militaire et une nette infériorité numérique, il a vaincu une armée russe 3 à 4 fois plus nombreuse lors de la bataille de Narva. Quand Pierre le Grand a proposé la paix, Carolus Rex a refusé, a vaincu les alliés russes pendant 6 ans, puis a marché sur Moscou. Certes, cette décision ne s'est pas très bien passée pour lui, en partie parce qu'il a littéralement envahi la Russie en hiver, et il l'a fait, je crois que c'était la réponse à l'une des questions pour vous la semaine dernière, et il a finalement provoqué l'effondrement de l'Empire suédois, mais avant cela, Carolus Rex était dans une catégorie à part. Mention honorable aussi pour Khalid ibn al-Walid, l'un des plus grands généraux de l'histoire islamique. Maurice dit, probablement le général William Tecumseh Sherman, non seulement parce qu'il était un commandant efficace, mais aussi parce qu'il avait une vision très lucide de ce que signifiait mener une guerre moderne. Sa marche vers la mer, planifiée grâce aux données du recensement américain, était un plan réfléchi visant à faire hurler la Confédération, et non une destruction gratuite comme le dit la légende. Il savait parfaitement ce que sa profession impliquait, et disait « La guerre, c'est la cruauté. Inutile de vouloir la réformer. Plus elle est cruelle, plus vite elle finira. » Sacrée citation. Cette phrase est encore citée aujourd'hui pour une raison.
Il obtient aussi des points bonus pour avoir donné son nom au train du film fantastique de Buster Keaton de 1926, Le Mécano de la Générale. Il est écrit d'insérer ma réponse, mais je l'ai déjà fait. Ensuite, une question pour moi de Finian Fitzsimon 623. Simon, peux-tu nous parler de ta collection impressionnante de montres ? Non, je ne peux pas, je ne vais pas faire ça. J'aime juste profiter de mes montres. C'est gênant de... Certaines sont assez chères. Non, je ne le ferai pas, celle-ci. De Pâques à Cône 80. L'appelle-t-on sable, car c'est entre mer et terre ? Va te faire foutre, c'est quoi ce bordel ? Enfin, une dernière de Dorif Manoir 1644. C'est quoi ce bordel ? Une question pour les écrivains. Simon, que grignotes-tu en écrivant ? Je commence à répondre. Je ne grignote pas. Je ne grignote tout simplement pas. C'est l'une de mes règles. Genre, je n'écris pas, mais évidemment... Enfin, j'écris des emails. Je ne grignote pas, ce n'est pas mon truc. Je mange 3 repas par jour et j'essaie de les rendre aussi sains que possible. Je ne grignote pas. Evan dit que je passe la plupart de mes journées à travailler dans des cafés locaux. Et même si je consomme principalement une quantité incroyable de café froid, tout comme moi, Evan, je prends une sorte de pâtisserie toutes les quelques heures. Aussi, je garde toujours un stock constant de bars, Cliff sur moi et chez moi. Cliffbird, si vous regardez ceci, je trouverai un moyen de vous mentionner dans chaque épisode de Warfront si vous me sponsorisez. Maurice dit « Je veux couper, hein. Je veux couper, Evan, Maurice. Je travaille chez moi et j'essaie de déjeuner avec ma famille, donc des déjeuners classiques. Je suis britannique, donc ça signifie surtout des haricots sur du pain grillé. C'est tout, c'est la fin. Merci d'avoir été là. À la semaine prochaine. Je te verrai plus tôt. Je te verrai la semaine prochaine pour une salle de situation.